Bonjour, Laurent Meuvely, entraîneur d'athlétisme spécialisé sur le sprint, les haies et les relais, et actuellement en poste comme entraîneur national aux Pays-Bas. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlètes qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aux meilleurs athlètes, mais aussi aux meilleurs entraîneurs, car j'innove aujourd'hui en vous proposant un premier épisode hors série. Mon invité est Laurent Meuvely. Laurent est suisse, mais il entraîne désormais aux Pays-Bas, notamment Femke Bol, la détentrice du record du monde en salle du 400 mètres et du record d'Europe du 400 mètres haies. Nous avons enregistré l'épisode le 16 juin, c'est-à-dire le lendemain du meeting Diamond League d'Oslo, lors duquel Femke Bol a remporté le 400 haies en 52-30. Cet épisode est sans doute un peu plus technique que d'autres. En tout cas, j'ai beaucoup appris en le préparant et en l'enregistrant, et j'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Laurent, bienvenue. Merci. J'innove un peu avec toi aujourd'hui parce que jusqu'à maintenant, j'ai eu que des athlètes. Et même si tu as commencé comme athlète, tu es connu comme coach maintenant, j'avais aussi envie de donner la parole à des personnes qui sont dans les coulisses, qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui sont aussi importantes pour la performance. Donc bienvenue à toi, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Je pense pas qu'en tant qu'athlète, j'aurais mérité une invitation dans le podcast, mais ça me fait plaisir en tout cas de venir témoigner pour les gens qui sont plus souvent dans l'ombre, en tout cas pas sur la piste, mais qui aident les athlètes à performer au quotidien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts en athlète et de ce qui t'a amené à devenir coach après? Oui, j'ai fait de l'athlétisme sur un niveau même pas national, je dirais plutôt régional. J'ai eu beaucoup de blessures, je faisais des concours multiples et j'ai commencé très très tôt à entraîner à 18 ans. D'abord dans le club pour donner un coup de main, ensuite au niveau régional, national et maintenant international. Ça fait ma 31e saison en tant qu'entraîneur. Voilà, j'étais pas un athlète de haut niveau, mais je pense qu'on peut devenir un entraîneur de haut niveau sans avoir été un athlète très compétitif. Donc t'as pas dû à un moment faire le deuil d'une carrière personnelle? Non, j'ai dû faire d'autres choix parce que j'étais aussi actif dans d'autres sports. J'étais notamment arbitre de haut niveau en basketball. J'ai à un moment donné aussi été directeur sportif du plus grand club de basketball en Suisse. Et puis bien sûr que c'était pas possible de faire ces deux sports en parallèle sur du haut niveau. Et à certains moments, j'ai dû faire un choix. Et mon choix s'est porté pour mon sport de cœur, l'athlétisme. Ton sport de cœur, ok. Et t'avais commencé comment? Tu viens d'une famille d'athlètes? Non, je crois que ça a commencé parce que quand j'étais à l'école, on avait la possibilité de faire une course sur route. Je l'avais gagnée sans particulièrement m'entraîner pour ça. Et puis, il y avait un club qui m'a contacté. J'ai commencé à aller au club et puis à faire de l'athlétisme de cette manière-là. Donc, il y avait personne dans ma famille, mes parents ou des cousins, cousines, frères ou sœurs qui faisaient de l'athlétisme. C'était plus ou moins par hasard que je suis entré là-dedans. D'accord. Et tu me corriges si je me trompe, mais tu as fait des études qui n'ont rien à voir avec le sport. C'est tout à fait ça. En fait, je savais que je voulais pas étudier l'éducation physique et puis enseigner le sport à l'école parce que quand moi j'étais élève, je voyais que mes camarades de classe n'étaient pas très motivés à aller aux leçons d'éducation physique. Et mon ambition, c'était de travailler dans le sport, mais avec des gens qui étaient motivés par la performance. Donc, j'ai pas voulu étudier le sport à l'université. On a la possibilité d'étudier les sciences de l'entraînement, etc., en dehors de l'université en Suisse. Donc à l'université, j'ai fait la littérature française et l'histoire contemporaine parce que c'était des choses que j'aimais étudier et puis qu'à ce moment-là, j'avais pas vraiment une autre idée pour mes études universitaires. Mais en parallèle, j'ai fait toutes les formations d'entraîneur en Suisse, dans l'athlétisme d'abord et ensuite au niveau du comité olympique qui fait le dernier niveau de formation à travers tous les sports sur peut-être d'autres compétences, pas nécessairement techniques ou physiologiques, mais plutôt de management, de communication, voilà, de gestion du sport de haut niveau. Par curiosité, quand tu dis littérature française, c'est française ou c'est francophone? Non, c'était française. Ok. Donc c'était ouais, non, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y avait aussi des francophones suisses, mais je dirais c'était pas des écrivains africains francophones ou belges. La majorité, quand même, des livres qu'on lisait, c'était des écrivains français, mais il y a aussi eu aussi, puisque j'ai fait mes études en Suisse, des écrivains suisses. Ok. Je referme la parenthèse, c'est pas vraiment le sujet du podcast. Toi, quand tu étais athlète, tu t'intéressais déjà à l'entraînement, tu essayais de comprendre pourquoi on te faisait faire ce qu'on te faisait faire? J'ai pas vraiment le souvenir si j'essayais de comprendre, mais ce que j'ai réalisé quand j'ai commencé à entraîner, c'est qu'il y avait des choses
qui étaient à mon avis fausses, qui engendraient des blessures, qui ne permettaient pas d'atteindre le plein potentiel. Et puis en fait, c'était ça ma motivation quand j'ai commencé à étudier ce métier. C'était de ne pas répéter ces erreurs, d'essayer d'éviter les blessures autant que possible et puis d'aider chaque athlète à exploiter son plein potentiel, tout en sachant que pour certains, c'est le niveau régional, pour d'autres, le niveau national et pour certains, des médailles olympiques. Ça t'intéresse quel que soit le niveau? Oui, alors, encore aujourd'hui, hein, si je peux donner un coup de main, aider, donner quelques conseils à des athlètes de niveau national ou régional, je le fais volontiers. Bien sûr que mon quotidien aujourd'hui, il est dicté par les performances internationales, mais quand j'étais en club, c'était vraiment d'aider chaque athlète voilà, à exploiter son potentiel et aussi plus l'athlète était motivé et puis il investissait de temps dans l'entraînement, plus ça me poussait aussi à l'aider à vraiment faire le mieux possible. Tu te souviens des premiers athlètes que tu as coachés? Oh oui, oui, je me souviens très bien. Ils avaient 3 ans de moins que moi. Le premier athlète que j'ai eu qui était aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, en fait, moi j'avais en 2025 ans quand il allait aux Jeux Olympiques. Donc j'étais un très jeune entraîneur. J'aurais pu y aller moi-même vu l'âge, pas au niveau des performances, pas au niveau de l'âge. Je me souviens très bien de ses débuts. Au début, je donnais un entraînement par semaine, très rapidement 3 par semaine, 5 par semaine. Comme entraîneur bénévole, j'ai eu passé voilà, une quinzaine, une vingtaine d'heures à donner des entraînements. Et puis par la suite, c'est devenu mon métier. Et j'ai vu que plus récemment, tu as surtout coaché des femmes, pas que des femmes, mais beaucoup de femmes. Oui, c'est des athlètes féminines que j'entraîne qui font les meilleurs résultats, je dirais. Après, j'ai quand même, là, l'athlète dont j'ai parlé qui était à Sydney, c'était un athlète masculin. J'ai entraîné au début vraiment moitié-moitié, puis ça a été pendant une longue période plutôt des femmes. Et puis maintenant, dans mon poste aux Pays-Bas, j'ai autant d'hommes que de femmes. Après, le succès appelle un peu le succès quand tu as des athlètes féminines qui font des résultats. Tu as aussi d'autres athlètes féminines qui te contactent pour les entraîner. C'est un peu cet effet boule de neige. Après, au niveau des résultats, c'est clair que dans l'athlétisme féminin, la densité de performance est un petit peu moins élevée que dans l'athlétisme masculin. De ce fait-là, elles font aussi des meilleurs résultats, on en parle plus, surtout dans les disciplines de sprint et de haie, qui sont très, très compétitives à travers le monde entier, hein, l'Afrique, les Caraïbes, les États-Unis, etc. Donc, c'est difficile du côté masculin d'être un des tout meilleurs du monde sur 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, alors que c'est pas facile, mais un petit peu plus facile du côté féminin. Ok. Et est-ce qu'on entraîne pareil un homme et une femme? En termes de contenu d'entraînement, je dirais qu'il n'y a pas de grandes différences. Après, dans la gestion des personnes au quotidien, dans la vision et la communication qu'ont les athlètes féminines ou les athlètes masculins, il y a de grandes différences. Je dirais que coacher les athlètes féminines, ça demande beaucoup plus de communication, d'échange. Elle pose beaucoup de questions sur le pourquoi, sur le comment, alors que les athlètes masculins vont plus droit au but. C'est fais-moi courir vite d'un point A à un point B. Et puis, il y a beaucoup moins cet aspect relationnel, communication, explication qui entre en jeu. Et si parfois tu dois les motiver, je ne sais pas si tu as besoin. Je pense que j'avais entendu le monsieur Ingebrigtsen, le papa qui à l'époque coachait ses fils, dire qu'en fait, coacher sa fille, c'était compliqué pour lui parce que parfois, pour les bousculer un peu, les garçons, il leur dit des choses qu'il ne pensait pas pouvoir dire à sa fille. Non, ni pour les garçons, ni pour les filles. J'ai besoin de vraiment pousser les athlètes. Je pense que une fois que les athlètes ont des objectifs élevés et puis qu'on a réussi à leur montrer qu'est-ce que ces objectifs demandent en termes d'engagement, de travailler de manière consistante à l'entraînement. Après, c'est assez facile. Moi, je crois beaucoup en la dynamique de groupe. Hein. L'athlétisme, c'est un sport individuel, mais j'ai aussi beaucoup travaillé dans les sports collectifs et pour moi, je mise beaucoup sur la dynamique de groupe pour faire progresser les individualités. Et puis cette dynamique de groupe, elle aide aussi à tirer en avant ceux qui peut-être seraient moins motivés ou seraient moins engagés ou seraient moins sérieux. Mon but en tant qu'entraîneur, c'est de finalement que le groupe gère les individualités et puis comme ça en tant qu'entraîneur j'ai très peu d'interventions à faire sur ces domaines-là. Ok. Et le fait d'avoir un groupe, ça a parfois posé problème. Tu as parfois eu des personnalités un peu incompatibles. Alors il y a des athlètes que je suis obligé d'entraîner hein, dans mes fonctions.
Donc là, ça peut arriver, mais ça c'est pratiquement jamais arrivé. Encore une fois, parce que le groupe est tellement fort que même certains caractères difficiles doivent se plier aux règles du groupe, aux valeurs du groupe. Après, quand j'ai la chance de choisir les athlètes que je veux entraîner ou pas, je fais très attention à ce que ce soit pas des personnalités ou des caractères qui viennent perturber l'équilibre du groupe. J'entraîne beaucoup d'athlètes pour pouvoir donner l'attention qui est requise pour ces athlètes de très haut niveau. C'est important qu'il y ait une sérénité, qu'il y ait un calme, qu'il y ait une bonne organisation. Et je pourrais pas me permettre d'avoir trop d'athlètes très difficiles qui demandent beaucoup d'attention sur des règles comportementales ou etc. Donc, je fais des choix aussi en conséquence. Quand tu dis beaucoup d'athlètes, c'est combien? Actuellement, dans ma fonction d'entraîneur national des sprints et relais aux Pays-Bas, j'ai la responsabilité d'environ 35 athlètes ensemble avec 3 collègues entraîneurs. Donc, moi, je supervise le programme d'entraînement. J'ai la responsabilité directe de certains athlètes, mais on gère à 4 35 athlètes. Ensuite, j'entraîne encore 5 ou 6 athlètes étrangers. Certains qui s'entraînent au quotidien avec moi, d'autres qui font des stages d'entraînement et avec lesquels je suis en contact à distance. Donc voilà, ça fait beaucoup d'athlètes au total et ça demande une bonne organisation et que tout le monde comprenne finalement que pour avoir l'attention, pour que chacun ait l'attention qu'il mérite, il faut tous tirer à la même corde. Ouais. Je vais te poser la question à 1 million. C'est quoi un bon coach? Alors, si on parle du coach et pas d'un bon entraîneur, Ouais. je pense que c'est des qualités qui sont très importantes et qui sont pas nécessairement liées à la connaissance du sport qu'est l'athlétisme, mais plus être un bon manager, un bon communicateur, un bon psychologue, d'être capable d'analyser des situations, d'anticiper des situations, de régler des conflits, mais aussi de travailler avec un réseau d'experts qui peuvent nous apporter une plus-value dans des domaines comme la nutrition, la récupération, la préparation physique, l'analyse de la performance, de garder le lead sur son programme tout en travaillant en réseau et puis en ayant les qualités requises pour faire progresser les athlètes. Et quand je parle de qualité, là, en tant que coach, c'est pas nécessairement les qualités techniques ou de connaissances physiologiques. Ça, c'est plutôt l'entraîneur pour moi. Il y a des très bons entraîneurs qui sont pas des très bons coachs et il y a des très bons coachs qui n'ont pas une grande idée de l'entraînement. Et comme tu disais tout à l'heure, son niveau personnel à soi en sport ne veut rien dire. Alors, c'est sûr que je pense qu'un athlète de haut niveau qui envisage de devenir entraîneur, il a quand même comme bagage très intéressant son expérience Ouais. dans le haut niveau, des expériences positives, négatives, sur lesquelles il va pouvoir se baser et utiliser. Donc ça peut être un avantage. Moi, j'ai jamais fait de haut niveau en tant qu'athlète. Par contre, je fais du haut niveau depuis très longtemps en tant qu'entraîneur, et puis ça a compensé cette expérience. Ça nous donne aussi un regard complètement frais et nouveau sur l'approche du haut niveau. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soit en tant qu'athlète ou après plusieurs années d'entraîneur, l'expérience est quelque chose de très important. Qu'est-ce qui te distingue d'autres entraîneurs dans la même spécialité? Est-ce que tu as une philosophie d'entraînement particulière? Des choses qui me distinguent, c'est que j'ai fait aussi en parallèle à la formation d'entraîneur une formation de manager du sport. J'ai travaillé, j'avais ma propre entreprise dans l'événementiel aussi avant de partir aux Pays-Bas et le management du sport. Je continue à travailler pour la Diamond League à Lausanne, pour d'autres compétitions dans le management d'athlètes. J'aide certains de mes athlètes pour leur sponsoring, pour leur engagement dans les meetings. Ce côté-là est aussi important pour moi et aussi d'avoir beaucoup de contrôle, pas seulement sur la partie sportive, mais sur le management de l'athlète. C'est quelque chose qui est important. Ça permet de faire des choix, ça permet de garder le contrôle finalement sur ce qu'on veut faire et sur ce qu'on veut pas faire pour être sûr que l'entraînement et la performance restent au centre. Donc, ça demande beaucoup d'engagement en dehors des heures que je passe à faire l'entraînement. Et je pense, ça, c'est une caractéristique parce qu'il y a peu d'entraîneurs qui s'engagent de cette manière-là dans ce domaine-là. Donc, ça fait que je travaille beaucoup d'heures par semaine. Donc, cette quantité de travail, je pense, c'est aussi ce qui me distingue. Et puis, j'accorde beaucoup d'importance à ce que j'appelle la culture du sport de haut niveau, l'urgence dans le travail sur les détails. Je pousse beaucoup les experts qui sont autour de moi, les physiothérapeutes, les médecins, les nutritionnistes à toujours travailler mieux et plus en détail. Je me contente pas simplement d'être à l'entraînement et puis de donner ma séance. Mais il y a beaucoup de préparation, d'analyse et de travail en réseau pour améliorer les performances des athlètes. Et pour ce qui est de l'entraînement, proprement dit, tu dirais que tu fais un peu comme la plupart de tes collègues?
Ça dépend un peu des disciplines, hein. J'entraîne du sprint court, j'entraîne du sprint long, des haies, tous les relais nationaux des Pays-Bas. Je dirais que sur le 400 mètres, 400 mètres haies, là où j'ai le plus d'athlètes, ma philosophie est un peu différente dans le sens où beaucoup d'entraîneurs en Europe, aussi en partie aux États-Unis, se concentrent sur le sprint et puis courir toujours à des hautes intensités sur des distances plus ou moins longues. Moi, j'ai une approche beaucoup plus polarisée. Ça veut dire que j'aime développer les caractères, la force en termes d'endurance et en termes de vitesse et de force pour les coureurs de 400 mètres, 400 mètres. Et puis de faire en termes d'entraînement spécifique ce que j'appelle la zone grise sur les intensités de 80-85%, de faire juste ce qui est nécessaire pour la performance. Parce que j'estime que quand on passe trop de temps à s'entraîner dans cette zone grise, on n'arrive pas à améliorer suffisamment les qualités de force, de vitesse et d'endurance. Donc, je travaille sur ces deux extrémités et j'ajoute ce qui est nécessaire en termes d'entraînement lactique. Aussi pour le sprint court, par rapport à la moyenne des entraîneurs, on fait beaucoup plus d'entraînement de base, de conditions physiques et d'endurance. Ce qui fait que, en fait, la plupart des athlètes que j'entraîne, ils ont un long moment avant d'atteindre le sommet de leur forme dans une saison, mais ils sont capables ensuite de le garder très longtemps, de répéter beaucoup de courses dans un temps très court. Voilà, je pense que ça, c'est les principales caractéristiques de ma philosophie d'entraînement. Ok, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels tu as changé ton approche ou changé d'avis au fil des années? Bah, en 31 années d'entraîneur, forcément il y a des choses qui ont changé. J'ai eu l'occasion, comme j'ai travaillé avec des athlètes de plus en plus professionnels dans des environnements de plus en plus professionnels, là où on avait aussi la chance de mettre en place des protocoles de récupération plus professionnels et plus importants, de pouvoir augmenter la charge générale d'entraînement. Il y a une dizaine d'années en arrière, je faisais 6 entraînements par semaine. Aujourd'hui, c'est 9 entraînements par semaine, pratiquement tout le temps, sauf dans la période de compétition. Et ça, c'est possible parce que j'ai des athlètes qui peuvent organiser leur vie autour de ça. Moi-même, je peux le faire. Et puis aussi, on a à disposition des moyens de récupération qui sont à la hauteur du programme que je leur fais faire. C'est-à-dire, par exemple? Ben, en fait, on a à chaque séance d'entraînement, on a deux physiothérapeutes sur la piste. Ils sont à disposition. On a un médecin qui est 2 fois par semaine à notre centre d'entraînement. Ensuite, on a à disposition différents moyens de récupération, du sauna, hammam, au bain froid, etc. Voilà, moi j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à la récupération, surtout depuis j'astreins les athlètes à ce volume d'entraînement. Et ben en fait cette combinaison entre une très très bonne récupération bien planifiée et un grand volume d'entraînement a fait beaucoup progresser les athlètes ces dernières années. Ok. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment tu programmes l'entraînement, combien de temps en avance, dans quelle mesure tu t'adaptes en fonction peut-être des différents athlètes que tu as? Alors en période de préparation, en fait, il n'y a pas du tout d'adaptation parce que j'estime que c'est là où on pose les bases d'une saison ou d'une demi-saison. En général, c'est une demi-saison parce que je planifie toujours une saison en salle. Ok. Donc la préparation hivernale, elle va durer environ 8 semaines pour le premier bloc. Et je planifie ces 8 semaines à l'avance et je change pas un seul entraînement parce que j'estime que le travail doit être fait, qu'il n'y a pas de compromis, que si on peut pas poser ces bases-là, on n'est pas capable de passer à l'étape suivante et sûrement pas capable d'aller dans un entraînement très spécifique en pré-compétition. Donc là, je planifie longtemps à l'avance, j'ai une idée claire de ce que je veux faire. Par contre, quand on est en pré-compétition et en compétition, là, je planifie maximum pour 2 semaines à l'avance, parfois une semaine en période de compétition, parce que d'une part, si l'athlète devait avoir des petits bobos ou des signes de fatigue, là, je suis flexible parce que le gros du travail a déjà été fait. Et l'objectif, c'est d'arriver vraiment en forme au moment des compétitions. Donc, j'accepte les compromis. Mais aussi parce que quand on est en période de compétition, la compétition, elle va me donner des informations sur ce qu'il faut encore, sur ce quoi il faut encore mettre l'accent, et peut-être c'est l'accélération, peut-être c'est la fin de course, peut-être c'est les départs. Donc, je veux pouvoir avoir la flexibilité d'ajouter des séances ou de changer des séances. Et si je planifiais pour 8 semaines et que je passais mon temps à changer, je perdrais beaucoup trop de temps et ce serait pas efficace. Ok. Je t'avais entendu dans un autre podcast parler du rythme hebdomadaire de l'entraînement avec le 2-1-2-1-2-1-0, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et tu disais que le zéro du dimanche, c'était pas vraiment un zéro en fait.
Alors ça dépend, quand on s'entraîne, aux Pays-Bas, le zéro du dimanche, c'est vraiment un zéro parce que, bon, ça permet aussi de couper, de pas être tous les jours au centre d'entraînement, d'avoir du temps pour la famille et cetera. Mais après quand on est en stage, les athlètes, ils ont rien d'autre à faire que s'entraîner, manger et dormir. Il y a pas la famille, donc là, le dimanche, on fait une récupération active aussi parce qu'on remarque qu'ensuite ils sont plus performants le lundi que si, ils faisaient un repos complet. Donc on s'entraîne 2 fois le lundi, une fois le mardi, 2 fois le mercredi, une fois le jeudi, 2 fois le samedi. Et puis en stage, récupération le dimanche, récupération active. Et à la maison, le dimanche est congé. Et comme j'ai dit, c'est 9 séances d'entraînement. Ça s'étend pratiquement jusqu'à aller, un mois avant que les premières compétitions débutent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais les différents jours de la semaine? Alors j'essaye d'alterner un jour qui est très axé sur le système nerveux, avec un jour qui laisse du repos au système nerveux qui travaille plutôt sur l'endurance. Donc le lundi, on est focalisé sur vitesse et force. Le mardi sur l'endurance, le mercredi un peu sur l'endurance vitesse avec un circuit force endurance, je dirais, axé sur les muscles qu'on utilise particulièrement pour le sprint. Le jeudi, c'est de nouveau de l'endurance pour reposer du mercredi et le vendredi, ce sera accélération, force et ensuite soit de la force endurance avec des séances de côte en préparation, soit des entraînements plus spécifiques aux 400 mètres avec la capacité lactique, la puissance lactique sur la séance du samedi, qui est la plus dure de la semaine, mais comme le dimanche est repos, ça permet d'avoir des athlètes qui sont prêts à commencer la semaine avec le lundi. C'est pour ça que le lundi, c'est la vitesse, parce pour travailler sur une séance de qualité, il faut avoir eu un certain repos avant. Ok. Pour tes athlètes qui font du 400 haies, je suppose qu'il y a des séances en plus techniques sur les haies que tu mets à quel moment? Alors, je dirais qu'il y a une séance et demie en préparation, une demi-séance où on va faire beaucoup d'éducatifs, de drill sur les haies. Et puis une séance le vendredi quand les autres sprinters font de l'accélération des départs, où on va faire une séance complète de haies le vendredi matin. Et après, en période de pré-compétition, ça va arriver que le mercredi, ce soit des haies, le vendredi aussi. Donc là, je vais alterner. Une semaine, ce sera 2 séances de haies, une semaine, une séance de haies, etc. Ok. Et quand on arrive en période de compétition, comme maintenant, quel type de séance vous faites? Alors, ça dépend de l'importance des compétitions. Il y a des compétitions qu'on prépare en ayant un volume et une intensité d'entraînement qui sont dégressifs en allant vers la compétition. Plus elle est importante, plus la dernière séance dure va être éloignée dans le temps. Ça peut être jusqu'à plus d'une semaine pour des championnats du monde, des Jeux olympiques. Mais en règle générale, pour les compétitions de moindre importance, je dirais qu'on a 2 jours complets sans entraînement dur avant la compétition. Donc, par exemple, le mercredi, la dernière séance spécifique. Jeudi, ça va être récupération active ou un entraînement de force. Vendredi, ça va être une préparation à la compétition et samedi, la compétition. Donc, on s'entraîne 2 fois le lundi, mardi de l'endurance, mercredi, une séance spécifique et ensuite, préparation progressive pour la compétition. Et ça veut dire que tes athlètes peuvent faire jusqu'à combien de compétitions par semaine pour pouvoir continuer à s'entraîner un minimum? Ah ben, on peut pas décider vraiment du calendrier, donc il y a un idéal, mais après il y a aussi des choix qu'on doit faire. Il y a des compétitions on peut pas passer à côté, donc on essaye de pas avoir 2 compétitions par semaine, mais après il faut se rendre compte que dans un grand championnat, des fois on court tous les jours. Ouais. Dans un championnat en salle, on court 2 fois la même journée. Donc il faut aussi être préparé à ça. C'est pour ça que j'essaye d'habituer les athlètes à différentes variantes, différentes conditions. Je pense que l'extrémité, ben, bien sûr, c'est les grands championnats. C'est à eu arrivé en salle. Quand on a le 400 mètres série et demi-finale la même journée, la finale le lendemain et le surlendemain des séries et une finale de 4 fois 400 mètres, de courir 5 400 mètres en 3 jours. Ça demande d'une part que la récupération soit bien réglée, mais aussi que dans la préparation et certaines fois en simulant ça avec d'autres compétitions, l'enchaînement d'autres compétitions, qu'on prépare les athlètes au mieux pour ces situations-là. Ouais. Dans quelle mesure il faut travailler sur les points forts ou sur les points faibles de chaque athlète? Est-ce qu'il faut rendre les points forts encore plus forts ou est-ce qu'il faut essayer de limiter les points faibles? Ou les deux? Alors, je pense que les points forts doivent être suffisamment forts et les points faibles doivent
être suffisamment limités pour qu'ils influencent pas négativement la performance. Moi, je crois pas à l'entraînement qui se focalise sur améliorer les points faibles et qui laisse un peu de côté les points forts. Je pense qu'il faut vraiment travailler les points forts pour qu'ils soient maximisés et il faut minimiser l'impact des points faibles. J'analyse toujours le niveau d'un athlète en disant, OK, sur une note de 1 à 10, tu peux être à 5, 6 sur tes points faibles, mais tu dois être à 8, 9, 10 sur tes points forts. Et si c'est pas le cas, ben, il faut améliorer les points forts qui sont pas un 8 ou plus, et les points faibles qui sont moins que 5 ou 6. Je t'ai entendu parler des deux profils Diesel et Flyer dans un autre podcast. Mm-hmm. Si tu peux un peu expliquer pour les gens qui ne savent pas à quoi ça correspond et puis nous parler de dans quelle mesure tu utilises ça dans ton entraînement. Alors oui, c'est une terminologie qu'on a inventée, hein, nous, les entraîneurs à Papendal. Les flyers, ça décrit plutôt les athlètes qui sont basés sur des qualités de vitesse, et les diesels, comme on connaît les moteurs diesel qui prennent du temps à se chauffer, ça décrit les athlètes qui ont plutôt un profil basé sur l'endurance. Et là, on parle surtout des coureurs de 400 mètres haies. Donc, on fait une analyse, hein, des qualités, des performances des athlètes, et on essaye de les classer dans une de ces deux catégories. Bien sûr qu'il y a des athlètes qui sont plutôt neutres, qu'on n'arrive pas à classer de manière claire dans une catégorie, et puis qui devront avoir un entraînement aussi un peu neutre. Ensuite, une fois qu'on a mis les athlètes dans ces catégories, il y a certaines séances d'entraînement qui varient. Un athlète flyer qui a besoin de vitesse, ces séances vont être très importantes pour lui. Un athlète diesel qui va pas être capable de produire une très très grande vitesse maximale, mais qui doit être capable de la garder pendant longtemps. Pour lui, ce sera plutôt l'endurance à la vitesse, l'endurance de manière générale qui seront des facteurs importants. Donc, c'est pas qu'ils s'entraînent complètement différents, qu'il y a deux plans, mais dans le contenu des séances, sur le nombre de courses, sur la longueur de la pause, etc., il y a des ajustements qui se font, même dans des séances d'endurance, par exemple, où l'athlète qui est pas très bon en endurance, qui est plutôt basé vitesse, va faire son bloc d'endurance aérobie séparé sur 2 ou 3 séries, alors que le diesel va faire ça sur une seule série, sans avoir de pause entre des blocs. Je pense que ça permet aussi de gérer la partie récupération, parce qu'une séance quand je parlais que le lundi c'est une journée basée sur le système nerveux avec la vitesse maximale et la force, il faut imaginer que quelqu'un dont c'est pas les qualités va aussi prendre plus de temps pour récupérer de ce genre de séance. Donc il faut aussi tenir compte de ça dans la planification, pas seulement du contenu de l'entraînement, mais aussi du fait que la récupération elle va être très différente suivant les qualités des athlètes. Et est-ce que ces différents profils, on les voit aussi en termes de gestion de course? Sur un même 400 mètres, ils vont pas avoir la même stratégie? Exactement. Si on sépare la course en deux, premier 200 mètres, deuxième 200 mètres, la différence entre le premier et le deuxième 200 mètres va être beaucoup plus petite sur un athlète qui est basé endurance que sur un athlète qui est basé vitesse. Si j'ai un record personnel à 22 secondes aux 200 mètres, je vais être capable de passer en 22,8, 23 aux 200, alors que si mon record il est à 23,5, eh ben, je vais pas pouvoir faire 24,5, je vais devoir être plus proche des 23,5 et je vais pouvoir le faire parce que j'ai des qualités qui me permettent de finir la course plus rapidement que quelqu'un qui est basé sur la vitesse. Un coureur qui est basé sur la vitesse va peut-être avoir 3 secondes et demie de différence entre les deux 200 mètres, alors qu'un coureur basé endurance aura 1 seconde, 1 seconde et demie, 2 secondes entre les deux 200. Ok. Pour être sûr que j'ai bien compris, quelqu'un comme Marc Raquil à son époque était clairement un profil diesel. Oui, il était aussi pas le plus performant sur 200 mètres. Par contre, il avait des qualités de maintien de l'amplitude de la foulée sur les 100 derniers mètres. Quand beaucoup d'athlètes perdent l'amplitude et la fréquence, il était capable de le maintenir. Et clairement, pour lui, c'était important d'avoir des très bonnes qualités d'endurance, des très bonnes qualités d'endurance à la vitesse. C'est aussi souvent des athlètes qui sont très économiques sur la première partie de course, qui courent de manière très efficace, qui économisent l'énergie pour la deuxième partie de course, alors que ceux qui sont plutôt des sprinters, ben, en fait, ils doivent courir vite et ils ont un peu moins d'efficacité de course et ils le payent dans les 100 derniers mètres. Et sur les haies, est-ce que on peut quand même faire sa course selon son profil ou est-ce que le fait qu'il y ait des haies, ça impose certaines choses quand même? Ben, de manière générale, en fait, le coureur de 400 mètres, il a un profil basé plus sur l'endurance. La course est plus longue. Surtout, ben, voilà, une athlète féminine va courir 50, entre 52 et 56 secondes sur un 400 mètres haies.
C'est déjà plus long qu'un 400 mètres plat, donc la filière aérobie est plus importante. Et puis, comme il y a toute une stratégie sur le nombre de foulées, les qualités de sprint sont un peu moins importantes. Elles sont remplacées par des qualités techniques, des qualités de gestion tactique sur le nombre de foulées. C'est ce qui rend cette épreuve aussi très intéressante parce que, et on le voit sur le fait que les Européens peuvent régater plus facilement avec les Américains, les Jamaïcains, les athlètes des Caraïbes ou d'Afrique, parce que la stratégie de course, la technique, la tactique jouent des rôles importants et compensent en fait les différences entre les qualités génétiques. Là, on enregistre le lendemain du meeting d'Oslo et j'ai entendu Carsten Warholm en interview dire qu'il avait l'impression qu'il avait un peu fait changer la façon de courir des autres. Peut-être lui avec sa façon de partir à fond dès le départ. Peut-être qu'ils osent maintenant faire des choses qu'ils n'osaient pas faire avant parce qu'ils voient que ça marche chez lui. Bon, déjà, il y a une chose, je pense que quand un athlète commence à courir 46 secondes régulièrement, faire un record du monde à moins de 46 secondes, ça fait tomber des barrières chez tous les athlètes. Des choses qu'on pensait qui n'étaient pas possibles deviennent possibles. Il a eu des courses en 13 foulées sur toute la course. Ça aussi, beaucoup d'athlètes pensaient que c'était pas possible, donc ils n'avaient pas ces stratégies de course-là. Alors que maintenant, il y a d'autres athlètes qui s'inspirent aussi de sa manière de courir. Des athlètes comme Alisson dos Santos ou Ray Benjamin qui partaient de manière très défensive et qui étaient plus performants que Carsten sur la dernière partie de course, mais qui étaient trop loin, qui ne pouvaient plus batailler avec lui, ont compris que maintenant, il devait aussi partir plus vite s'ils veulent lui poser des problèmes. Donc, je pense que dans ce sens-là, il influence aussi la manière d'autres athlètes de courir. Okay. Et pour revenir aux différents profils, est-ce que tu penses qu'il y a aussi des profils psychologiques différents chez les athlètes qui font qu'on choisit une discipline ou une autre? Non, pas nécessairement. Je pense plutôt dans la manière de courir. Il y a des athlètes qui peuvent pas, comme un Carsten ou d'autres athlètes, vraiment aller dans le dur, en prenant tous les risques et en sachant qu'ils vont flirter avec la limite de se heurter à un mur sur les 100 derniers mètres. Donc, ils vont être des athlètes qui éternellement vont partir un petit peu sur la défensive pour avoir un bon feeling de terminer la course d'une belle manière. Et c'est là plutôt là que je vois des influences psychologiques ou du caractère sur la manière de courir. Ok. Pour revenir à ta carrière, donc tu as été coach national de la Suisse pendant 10 ans avant d'être contacté par les Pays-Bas. Est-ce que tu as hésité à accepter l'offre des Pays-Bas? Quelle était ta mission exactement quand on te l'a proposé? Oui, donc j'ai travaillé 10 ans comme entraîneur national dans les mêmes disciplines, pour le sprint, les haies et les relais. En Suisse, j'ai lancé dans l'optique des championnats d'Europe de Zurich 2014, en 2010, un projet de 4 fois 100 mètres féminin qui n'existait pas du tout en Suisse. L'objectif de la fédération, c'était d'avoir un relais compétitif pour 2014. Le mien, c'était directement d'aller faire des championnats du monde, ce qui n'avait jamais été fait avec un relais 4 fois 100 féminin en Suisse. On l'a fait. En 2011, on a fait les championnats du monde à Daegu. On a battu quantité de records nationaux. On a fait progresser le record de 44-32 à, je pense que maintenant il est à 42 18 ou quelque chose comme ça. Donc de plus de 2 secondes en 10 ans. Il y a toute une culture du relais qui s'est instaurée en Suisse. Et en fait, j'ai été contacté par les Pays-Bas pour ce même rôle, d'une part basé sur un colloque que j'avais donné aux Pays-Bas en 2018 et d'autre part justement sur le fait de cette dynamique que j'ai créée dans ces disciplines et notamment dans les relais. Parce que les Pays-Bas avaient la volonté de se rapprocher de l'élite mondiale sur 400 mètres et 4 fois 400 mètres. Ils étaient très très faibles dans ces disciplines. Ils n'étaient pas présents dans les grands championnats avec des relais 4 fois 4. Il n'y avait pas de coureur de 400 mètres haies. Donc ils m'ont contacté. Pour moi, ça a été un moment où j'avais un peu de frustration que la fédération suisse prenait trop de temps, à mon avis, pour mettre en place un programme vraiment de haut niveau, de la haute performance. Et je faisais un peu les choses dans mon coin avec les athlètes que j'entraînais, mais pas avec une vraie dynamique ou vision nationale. Donc, j'ai pu rencontre de l'outil qu'il y avait aux Pays-Bas en allant donner ce colloque. Et quand on m'a contacté, j'ai tout de suite été très intéressé par ce challenge parce que je me suis dit peut-être c'est une occasion unique. En tout cas, c'est un environnement dans lequel je pense que je vais pouvoir faire ce que je rêve de faire en termes de culture de la haute performance. Et puis, le challenge de commencer avec une page blanche et de devoir développer ce groupe de disciplines 400, 400 et 4 fois 400, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et c'était pas facile, quand j'ai commencé, j'avais 3 athlètes au centre olympique. J'ai dû passer
passer par les World Relays pour essayer de qualifier des 4x400 mètres, ce qu'on a réussi à faire la première année. Avec les femmes, on a même atteint la finale à Doha en 2019. Et puis après, ça s'est vite développé, hein, une médaille d'argent aux 4x400 mètres aux Jeux Olympiques avec le relais masculin, une médaille d'argent avec le relais mixte à Eugene, et puis tous les titres de champion d'Europe possibles et imaginables en salle et à l'extérieur, et aussi l'éclosion d'athlètes individuels. Femke Bol, médaillée à Tokyo, en Oregon, triple championne d'Europe en salle aussi 3 fois, et Limarvin Bonevassia, finaliste olympique aux 400 mètres masculins, ce qui est, comme je l'ai dit, hein, la densité de cette discipline, pas quelque chose d'évident, qui a couru aussi très proche du record d'Europe avec 44-48. Et Lieke Klaver, maintenant, qui a fait 4e au championnat du monde en Oregon, qui a fait médaille d'argent derrière Femke au championnat d'Europe en salle. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans ces disciplines aux Pays-Bas depuis que je suis arrivé. Et maintenant, je suis déjà concentré à préparer la nouvelle génération. J'ai couru hier à Oslo avec un très jeune relais, avec des athlètes certaines athlètes qui avaient 18 ans, parce que voilà, je pense qu'il faut élargir la base et puis il faut préparer aussi l'après-Paris. C'est maintenant que ça commence. Et quand tu es allé aux Pays-Bas, tu as emmené avec toi certains athlètes suisses qui voulaient continuer à s'entraîner avec toi? Oui, parce que d'une part, la demande de la fédération hollandaise, elle arrivait à la fin de l'année 2018 pour commencer pour eux le plus vite possible, mais pour moi, j'avais déjà commencé une saison et je me voyais pas laisser tomber des athlètes au milieu d'une saison. Donc, j'ai obtenu de pouvoir faire encore la saison en salle et le premier camp de préparation pour la saison d'été avec tout mon groupe. Et ensuite, j'ai discuté avec certains athlètes, savoir qui serait prêt à m'accompagner aux Pays-Bas. Et ensuite, j'ai négocié pour pouvoir garder 2 ou 3 athlètes avec moi. Il y avait notamment Léa Sprunger, la double championne d'Europe, qui depuis est retraitée. Hein, elle a arrêté à la fin de l'année 2021. Et Ayla Del Ponte, 5e des Jeux Olympiques sur 100 mètres, qui, elle, s'entraîne toujours aux Pays-Bas avec moi. Ok. Et en tant que Suisse, vous voyez des différences culturelles aux Pays-Bas? Il y a des choses auxquelles vous avez dû vous adapter dans la façon de fonctionner? De manière générale, en termes de culture, il n'y a pas vraiment de différence. Après, dans le sport de haut niveau, il y a une très grande différence. C'est que aux Pays-Bas, il y a un vrai culte du sport de haut niveau. Il y a une vraie identification au sport de haut niveau, une identification nationale. Il suffit de mettre les pieds au centre olympique à Papendal pour voir du orange partout, des messages forts sur la performance, des photos de tous les succès qui ont eu lieu dans les Jeux olympiques, dans tous les sports. Ça, en Suisse, je dirais qu'on n'a pas vraiment, cette culture du haut niveau. Quand on est un sportif de haut niveau en Suisse, on est un peu marginalisé, même dans le domaine public, dans le domaine des fédérations. En Suisse, on fait beaucoup de compromis. On hésite beaucoup à investir complètement pendant une certaine période sur le sport de haut niveau. Les études ont beaucoup d'importance, la vie sociale a beaucoup d'importance. On est toujours content que des sportifs suisses aient du succès, mais c'est toujours basé plutôt sur des exceptions, sur du hasard, sur des initiatives personnelles, et très rarement sur un système. Il n'y a pas un vrai système du sport de haut niveau en Suisse. C'est plutôt un système du sport pour tous, système d'éducation par le sport, mais pas un système de haut niveau. Ça veut dire que toi, tu conseilles pas à tes athlètes de continuer les études en parallèle? Si, bien sûr, mais après, d'une part, il faut faire des choix d'études qui sont compatibles avec le sport de haute performance. Parfois, il faut trouver des établissements qui comprennent les impératifs du sport de performance. Si vous faites 12 ou 15 semaines de stage à l'étranger par année, vous allez manquer beaucoup de cours. Donc, si vous êtes dans des institutions, des établissements qui veulent que vous ayez 80% de présentiel ou autre, ça va être difficile. Donc non, et aux Pays-Bas, la majorité des athlètes étudient. Après, ils étudient à 300 mètres du stade d'entraînement. J'ai jamais dû changer un horaire d'entraînement pour des examens ou pour un stage qu'ils avaient à faire, etc. C'est l'inverse, c'est le sport qui est au centre et les études sont organisées autour de ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est impératif. En Suisse, j'ai vécu des situations où j'avais des athlètes qui voulaient faire HEC, médecine, etc. Ils se sont rendus compte à un moment ou à un autre que l'investissement dans les 2 domaines sur le même niveau, c'était quelque chose qui était très difficile et qu'il fallait trouver des aménagements ou faire des choix pour d'autres études un peu plus faciles, un peu plus accessibles. Ok. Petite parenthèse, j'ai remarqué que tu t'étais corrigé, que tu avais dit 80. C'est très gentil de penser aux
au public français? C'est parce que j'ai deux passeports, donc Ah, t'as deux passeports? je jongle entre les deux, oui. Ah, ok. Mais t'as le droit de dire 80, hein, y a aucun problème. Même en Suisse, on a des régions qui disent 80 et d'autres qui disent 80. Ah, Par contre, il y en a pas qui disent 90, hein. ouais. Voilà. Je voulais qu'on parle de Femke Bol. Son premier titre, c'était aux Europes en salle à Toruń en 2021. D'ailleurs, c'était un championnat où ton groupe a eu de particulièrement bons résultats. 4 médailles d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze, c'est ça, à ce championnat. Je me souviens plus exactement du détail des médailles, Je mais pense qu'il y avait Femke, Ayla et les deux 4x4. voilà, c'est ça. Et encore une coureuse, Jamil Samuel sur le 60 mètres, qui a fait troisième derrière Ayla. Limarine Bonevassia sur le 400 masculin. Donc on aurait gagné le classement des médailles avec les athlètes que j'entraîne si on avait été un pays. On était un pays plus Ayla. Donc en ajoutant Ayla à la moisson hollandaise, on aurait gagné ces championnats. J'ai attribué ce succès à tout l'excellent travail qu'on a fait pendant la période Covid. Avec mon assistant entraîneur, on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. On a été très créatifs, très réactifs. On a anticipé les différents changements, les interdictions, les règles, les possibilités de s'entraîner ici ou là. Les athlètes n'ont jamais rien vraiment senti. On a travaillé tous les jours, sans exception. Pour nous, entraîneurs, c'était des journées de 12 heures simplement pour entraîner, parce qu'on pouvait faire des groupes que de 2 athlètes à la fois. Et quand vous avez 2 entraînements par jour, ben, ça fait 7 groupes le matin, 7 groupes l'après-midi, répétés 7 fois la même séance. C'était pas facile du tout pour nous, mais on a investi beaucoup là-dedans et je pense que quand on est revenu à des compétitions normales, on a eu un gros retour sur investissement. Et les championnats en salle à Toruń, mais aussi ensuite les Jeux Olympiques, où les Pays-Bas ont gagné 8 médailles en athlétisme, donc plus que dans les 50 années précédentes, en une seule édition. Je pense que ça, c'est une grande part, c'est dû au travail qu'on a fait pendant la période Covid. Ok. Pour revenir à Femke Bol, dans quel domaine elle a progressé depuis que tu as commencé à l'entraîner? Dans tous les domaines, quand je l'ai rencontrée la première fois, elle faisait du 400 mètres plat, mais je me suis rendu compte en la voyant et puis en voyant ses qualités, qu'elle a un profil basé plutôt sur l'endurance, que le 400 mètres S, ce serait une discipline sur laquelle elle aurait encore plus d'opportunités. C'est un peu rigolo de dire ça maintenant qu'elle a le record du monde en salle du 400 mètres plat. Mais j'estime qu'à ce niveau-là, c'est sûr que la marge est très faible pour être la meilleure coureuse de tous les temps sur une discipline. Il faut être aussi presque la meilleure sur une autre. Donc voilà, je l'ai convaincue de se lancer sur le 400 mètres haies. Après quelques mois, elle est devenue championne d'Europe junior dans cette discipline. Elle a fait les minima pour les Jeux Olympiques, au championnat du monde à Doha. Et puis ça s'est enchaîné comme ça. C'est impressionnant de voir son palmarès à 22 ans, invaincu en 15 compétitions de Diamond League sur 400 mètres haies. Pour moi, le plus grand talent de Femke, c'est pas son côté physique. Bien sûr, elle est grande, elle a des longues jambes, mais il y a beaucoup d'athlètes qui génétiquement ou physiquement sont plus talentueuses qu'elle. Par contre, son grand talent, c'est son organisation, son souci du détail, sa capacité d'anticipation, d'adaptation. Elle a toujours un plan A, un plan B, elle comprend tout très bien et elle est focalisée sur tous les détails en termes de récupération, de supplémentation, de nutrition, etc. Et je pense que ça, c'est ce qui fait la grande différence entre elle et la majorité des athlètes. Et l'idée de tenter le triplé l'année dernière au championnat d'Europe de Munich, le triplé 400, 400 et 4x4, c'était ton idée, c'était la sienne, comment ça s'est passé? C'était mon idée. Je l'ai d'abord partagée avec notre entraîneur en chef de l'époque, Charles Van Comené, parce que j'aimais bien aussi être challengé sur ce type de décision-là avant de lui en parler. Pour moi, c'était quelque chose qui pouvait peut-être être qu'une seule fois dans sa carrière et je pense que c'était le bon timing. Le programme des championnats d'Europe avec le 400 mètres, qui était le plus difficile à gagner pour elle en premier, et ensuite le 400 mètres S prêtait bien. Le fait que depuis plusieurs années, on a la règle que les 12 meilleurs européens sont dispensés des séries, donc uniquement en demi-finale, finale, se prêtait aussi. Après, on pensait surtout au doublé, hein, parce que le relais, quand même, avec la Pologne, on a un adversaire qui est très costaud. Je voyais pas du tout la garantie de gagner une médaille d'or là. Donc, on était focalisé sur le doublé 400-400 M. Ça s'est très bien terminé puisque c'est devenu un triplé. Encore une fois, maintenant, on a l'impression que parce qu'elle a pu faire ça, on peut faire ça au championnat du monde, aux Jeux Olympiques. Il faut se rendre compte que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Le niveau est pas du tout le même. Elle a encore jamais gagné l'or au niveau mondial ou olympique. Donc, le focus, il est là-dessus. Ensuite, les gens, ils croient aussi que
elle peut faire une semaine à 400, une semaine à 400 et être la meilleure du monde partout. C'est aussi pas possible. Et j'ai suffisamment de respect pour les autres athlètes pour savoir que on peut pas sauter d'une discipline à l'autre et puis être performant. Warholm l'a vécu, hein, il pensait battre le record d'Europe il y a 2 ans. Après son record du monde du 400 mètres haies, il a fini 7e de la course à la Diamond League de Lausanne. Il s'est fait battre par plein d'Européens, donc aucune chance de faire le record d'Europe. Ce que Femke a fait, on l'a aussi préparé. Elle a couru un 400 mètres avant les championnats d'Europe, Diamond League en Pologne, qu'elle a gagné. Ça lui a donné beaucoup de confiance. Et puis, aussi, l'hiver, tous les hivers, elle se focalise quand même sur le 400 mètres. Donc, ça aide aussi à s'adapter plus rapidement. Je pense que le 400 mètres en salle, avec les qualités de vitesse qu'elle a améliorées avec les années, c'est devenu une discipline qui lui sied vraiment très bien. Mais le prochain doublé, c'est pas pour demain. Maintenant, on est vraiment focalisé sur cette saison sur le 400 mètres haies. Et puis, on a changé beaucoup de choses. Donc, on a dû se focaliser beaucoup sur cette discipline. Certainement que les 1 ou 2 400 mètres qu'elle va faire cette année, ça va être plus difficile parce qu'on a consacré tellement de temps à améliorer le 400 mètres haies pour se rapprocher de McLaughlin, pour gagner l'or à Budapest et à Paris, que forcément, le 400 mètres en souffre un peu. C'est un travail sur les foulées. Elle veut passer en 14, c'est ça? Voilà, on a travaillé plusieurs années sur du 15 foulées. Et comme elle faisait 15 foulées sur toute la course, la première partie de course, c'était avec beaucoup de rythme, beaucoup de fréquence, ce qui est en fait contraire à son profil parce qu'elle travaille beaucoup sur le système nerveux et elle est pas très performante sur les 100 derniers mètres. On l'a vu à Tokyo, elle est devant McLaughlin à la 8e haie et puis ensuite elle fait que perdre du terrain jusqu'à l'arrivée, alors que la force de Femke, c'est vraiment sa fin de course. Mais on savait que ça prendrait du temps et puis on savait qu'il y avait des médailles à gagner, donc on a d'abord, après le bronze de Tokyo, voulu gagner l'argent de Eugene, ce qu'elle a réussi à faire. Mais maintenant, on sait que pour aller chercher l'or, il faut changer des choses. Donc, dès l'automne, on s'est attelé à travailler sur 14 foulées pour la première partie de course. Dans un premier temps, je savais pas trop si ça allait être 5 haies ou 7 haies. Il se trouve qu'elle s'est bien adaptée et qu'elle est capable de faire 7 haies. Pour l'instant, elle a encore pas couru plus vite que son record de 2021 avec 15 foulées, mais on voit très rapidement dans la manière qu'elle a de courir actuellement, avec uniquement 3 courses avec son nouveau schéma de course, qu'elle a beaucoup plus d'énergie dans les 120 derniers mètres et que ça va lui permettre de se bagarrer avec les meilleurs ou la meilleure, et que quand elle aura vraiment pris la confiance et que la première partie de course sera devenue automatique, ça va courir 51 secondes sans problème. Voilà, c'était ça l'objectif pour nous avec ces 14 foulées. Ok, donc il y a un temps d'adaptation où potentiellement on régresse un peu avant de faire de gros progrès. C'est-à-dire que la finalité, dans la finalité, le but, c'est qu'elle soit aussi vite sur la première partie de course qu'elle l'a été dans son record d'Europe à Tokyo, parce que c'est la course sur laquelle elle a fait les 200 premiers mètres les plus rapides de sa carrière jusqu'à maintenant. Mais avec beaucoup plus d'efficacité et de relâchement, et avec une manière de courir qui correspond plus à ses qualités. Donc ça prend du temps, parce que pour l'instant, elle est sur le relâchement, etc., mais elle n'est pas encore assez vite. Et puis que ça permet que sa deuxième partie de course soit beaucoup plus rapide qu'elle a jamais été. Et ça, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, sur ses 3 sorties, elle fait des 200 mètres qui sont plus rapides que sur toutes ses courses. 52-30 hier à Oslo. C'est son 4e chrono de tous les temps. On est seulement à 4 dixièmes de son record d'Europe. Mais ces 4 dixièmes, ils sont sur la première partie de course pour l'instant. Et quand elle va être maintenant confortable et qu'elle aura la confiance de partir plus vite, j'ai bon espoir que si les conditions sont réunies, ce sera déjà à Lausanne dans 2 semaines. Là, on va avoir des chronos de 51 secondes qui vont tomber très régulièrement. Ok. Si on est en 14 foulées, ça veut dire qu'on alterne les jambes, c'est ça? C'est ça. Donc avant, en fait, elle faisait toute sa course en attaquant les haies jambe gauche. Et maintenant, elle attaque la 2e, la 4e et la 6e haie avec la jambe droite. L'avantage, c'est que elle a jamais été une hurdleuse, que on a travaillé jambe gauche au début parce que c'est la jambe idéale dans les virages pour franchir les obstacles. Comme on reste près de la ligne intérieure, on court moins de distance. Mais la jambe droite n'est pas vraiment faible. Je dirais que le challenge, plus que d'en franchir des obstacles avec la jambe droite, c'est qu'elle a dû changer sa foulée. On passe d'une foulée de 2,13 m, 2,15 m entre les obstacles à une foulée de 2,25 m, 2,26 m entre les obstacles. Donc, c'est 10 cm par foulée qu'il a fallu gagner. On a travaillé sur la force, on a travaillé sur le temps de vol pour que ces foulées soient plus grandes et puis qu'elle retrouve ce relâchement qu'elle avait sur le 400 mètres plat, qui n'était pas cette hyper fréquence qu'elle devait faire sur le 400 mètres haies. Ça, voilà, 3 ou 4 années
de travailler différemment. Ça prend aussi du temps maintenant de mettre ça en pratique. Mais c'est quand même incroyable de s'imaginer qu'elle court plus vite qu'aucune Européenne n'a jamais fait dans l'histoire à la deuxième course avec laquelle elle utilise cette nouvelle manière de courir. Est-ce que tu peux nous parler un peu des séances lactiques, de comment tu les utilises? Je sais que c'est des séances qui font peur à pas mal d'athlètes. Bien sûr, tous les athlètes ont beaucoup de respect pour ces séances. Ils savent qu'elles sont importantes. Ils savent qu'il y a un grand rapport entre comment on performe sur ces séances et comment est-ce qu'on va performer en compétition. Ça simule aussi la partie des 50-60 derniers mètres de course. Après, par rapport à la moyenne des programmes d'entraînement de 400 mètres et des entraîneurs de 400, moi, je fais beaucoup moins de ces séances que la majorité des entraîneurs. Comme j'ai expliqué avec ma philosophie d'entraînement polarisée, on passe plus de temps à faire de la vitesse et de la force et à faire de l'endurance. Je pense qu'il n'y a aucun groupe dans le monde qui fait autant d'endurance que nous, on le fait. J'ai eu plusieurs cours d'entraîneurs ces derniers mois où je posais la question aux entraîneurs en disant combien de séances de capacité lactique vous pensez que Femke fait sur une année. Donc, j'ai donné un exemple. On répète 4 fois 300 mètres à 80-85% d'intensité avec 5 minutes de pause. Combien de ce genre de séances vous pensez que Femke fait sur une année? On dit 20 séances, etc. La réalité, c'est qu'on fait 5 séances en préparation hivernale et 5 séances en préparation estivale. Bien sûr que ces séances sont importantes, mais c'est pas qu'on passe notre temps à taper dans le lactique, etc. Après, on va faire des séances plus qualitatives, en plus en puissance lactique, où on va faire 3 fois 300 mètres avec 15-20 minutes de pause, à des allures beaucoup plus élevées, où on passe plus de temps à travailler sur ce que j'appelle la vitesse de course, parce que l'objectif, c'est de préparer les athlètes à être très efficaces sur cette vitesse de course. La vitesse de course, c'est la vitesse qu'on a entre le 100 mètres et le 200 mètres sur un 400. Donc, la ligne droite opposée, si vous êtes censé la courir en 10 secondes pour un athlète masculin, lancé, je reparle de lancer, puisqu'on est entre 100 et 200, on est lancé. 10 secondes lancé, ou 11 secondes 5 pour les meilleures filles, c'est de répéter en fait cette vitesse 9 fois, 10 fois sur un entraînement, avec suffisamment de pauses pour qu'on puisse faire de manière confortable, mais pas non plus trop de pauses pour qu'on travaille sur l'aspect fatigue, et d'être confortable en fait dans ces allures-là. Parce que plus l'athlète de 400 mètres il va être confortable dans la première partie de course, plus il va avoir d'énergie pour finir sa course. C'est pas seulement la tolérance lactique, c'est aussi que on va faire monter le lactique plus lentement si notre efficacité de course elle est meilleure sur la première partie de la course. Et nous, on travaille beaucoup sur cette efficacité sur la première partie en répétant des 100 mètres lancés, des 120 mètres lancés, des 150 mètres lancés à vitesse de course pour que la tête il soit confortable. Donc si on veut qu'il court 45 secondes, on calcule quel temps ça fait dans cette portion de la course et on le répète pendant plusieurs semaines à la suite jusqu'à ce que ce soit vraiment très confortable. Et cette qualité de travail et ce travail sur l'efficacité de course, pour moi, il est plus important que simplement taper des séances de tolérance lactique où la foulée est pas belle à voir, l'athlète vomit à la fin de chaque entraînement. Il y en a quelques-unes, il en faut, mais par rapport à la moyenne des entraîneurs, on en fait beaucoup moins. Ok. Et dans ces séances, comment tu utilises le temps de récup? T'en profites pour débriefer, pour parler avec eux, ou c'est juste un moment où ils essaient de récupérer? Alors sur les séances à vitesse de course ou sur les séances de puissance lactique, quand on a des pauses qui sont plus longues, forcément on va préparer la course suivante, on va parler de la manière de courir, d'un plan de course, sur quoi se focaliser à différents moments de la course. Sur une séance de capacité lactique avec 4 minutes, 5 minutes où les athlètes ont les jambes qui brûlent, là il faut passer à travers la séance, on est plutôt dans l'encouragement, voilà, pousser les athlètes à se donner au maximum et on débrief quand ils ont récupéré, mais pas pendant la séance parce que ils sont pas très à l'écoute sur ce genre de séance. J'imagine. Est-ce que tu as dû adapter des choses dans tes séances avec l'arrivée des nouvelles pointes? Non, rien du tout. Voilà, les athlètes ont une position de course un petit peu différente naturellement, une position un peu meilleure. Les pointes aident dans la deuxième partie de course, dans le rendement, parce que d'une part, on est plus efficace sur la première partie, donc on est meilleur sur la deuxième, mais aussi les nouvelles mousses qui sont sur ces pointes, l'association de ces nouvelles mousses et du carbone fait que en fait, ça rend plus quand le pied commence ça remplace un peu la perte de pied sur la partie fatigue.
mais j'ai pas dû adapter l'entraînement par rapport à ça. Non, les athlètes sont simplement plus performants à l'entraînement comme ils le sont en compétition. Ok. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Je sais pas, des choses, des trucs un peu cocasses qui auraient pu t'arriver comme coach, à l'entraînement ou en compète? Je suis toujours très très mauvais sur ces choses-là Ah, parce que des fois elles me reviennent et puis après c'est des choses qui sont amusantes à raconter, mais quand je dois spontanément les raconter qu'elles sont pas dans ma tête, je suis pas très fort de ce côté-là. Donc non, bien sûr que il y a des choses assez cocasses qui arrivent parfois, mais je dirais que dans ma façon de travailler, je planifie tellement, j'essaie de penser à tous les détails, il y a des plans B, des plans C, des plans D, il n'y a pas vraiment des gros problèmes qui m'arrivent. Euh, je suis toujours étonné, voilà, maintenant je travaille avec Femke depuis des années. Si on vient sur Munich, qui était quand même un exploit considérable, pour moi ce qui était impressionnant, c'était de voir que sur ce programme de Munich, il y avait un 400 mètres. Ensuite, à 400 mètres final, il y avait un contrôle antidopage, une remise des médailles. Ensuite, on commence le 400 et on répète la même chose. On va au 4 fois 400 mètres, etc. C'est de voir que Femke, elle a pas touché son téléphone, en fait, entre avant d'aller au stade et quand elle est dans le bus du retour. Ça veut dire que tout le temps qui se passe après la course, avant la remise des médailles, après la remise des médailles, en attendant le contrôle antidopage, en marchant depuis l'un à l'autre, en marchant jusqu'au bus, elle va pas toucher son téléphone, elle va discuter avec tous les bénévoles, avec ses adversaires, comment était ta course, s'inquiéter de tout le monde, faire des photos, faire des signatures. Pour connaître bien ce milieu, c'est très très rare. Quand je suis dans cette chambre de l'antidopage à attendre avec elle et que je vois les autres athlètes, j'ai vraiment l'impression que j'ai affaire à une extraterrestre. Mais c'est quelque chose qui est magnifique et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est très très appréciée dans le monde de l'athlétisme, pas seulement pour ses résultats, mais aussi pour sa personnalité. Voilà, elle le fait de manière très naturelle. Je pense que ça va jamais changer. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu en athlétisme et que, comme entraîneur, indépendamment du fait de travailler avec une athlète exceptionnelle comme ça, de voir ce type de comportement, c'est quelque chose de magnifique. ça veut dire qu'elle vit le moment. C'est ça, elle vit complètement le moment, elle est dans quelque chose d'extrême que personne n'a jamais fait, qui est très très dur, où à tout moment on pourrait avoir envie de décompresser, etc. Mais elle a cette capacité. Ou si vous la voyez en Diamond League, quand on arrive à l'hôtel, c'est tard, mais elle mange et une demi-heure après, elle est couchée, elle dort parce qu'elle pense déjà à l'entraînement qui va avoir lieu 2 jours après. C'est vraiment, je pense, j'ai fait 31 années comme entraîneur, mais de voir une athlète qui a cette capacité de se focaliser, de travailler sur tous les détails, mais de manière naturelle, pas de manière forcée. C'est pas quelque chose qui la limite parce que si ça fonctionne pas comme elle veut, elle va être perturbée par ça. Non, c'est juste que c'est sa routine, c'est son quotidien, c'est sa manière de fonctionner. Et puis qu'elle a décidé que, voilà, tout le temps où elle allait s'atteler à faire du sport de haut niveau, eh ben ça, ce serait son comportement. Et puis qu'il y aurait un temps pour avoir un comportement un petit peu plus cool et un petit peu plus laisser aller de temps en temps pendant la pré-saison, mais surtout à l'après-carrière. Est-ce que tu as appris des choses sur toi-même en étant coach? Oui, je pense que je suis pas le même coach que quand j'ai commencé. Bon, ça a à faire avec le niveau, les athlètes, l'expérience, bien sûr. J'ai appris à contrôler moins, je pense, ces dernières années, à intégrer plus les athlètes dans les décisions, à leur donner plus de responsabilités, à donner plus de responsabilités au groupe, pas être toujours à devoir fixer des règles, corriger, etc., mais à profiter de la culture de la performance qu'il y a dans le groupe d'entraînement pour que, en fait, ça me décharge de cette partie très, très éducative. Alors, il y a toujours un éducatif, hein, il y a des jeunes athlètes qui arrivent, qu'il faut toujours guider sur les bons rails, mais j'intègre plus l'athlète dans les réflexions, je lui donne plus de responsabilités, et je suis plus dans voilà dans le guide que dans la conduite. Ok. Tu les acceptes à partir de quel âge, les athlètes? Encore une fois, il y a des athlètes que je suis obligé d'entraîner. Ok. Donc, on a eu des athlètes de 16-17 ans au centre d'entraînement. Moi, je pense que, bien sûr, il y a certains talents dans certaines situations avec lesquels il faut commencer à travailler tôt. Mais je pense que l'âge critique dans l'athlétisme se situe entre 19 et 21 ans. Je pense que beaucoup d'athlètes peuvent être champions chez les jeunes, champions d'Europe junior, champions d'Europe espoir, mais ça donne aucune garantie sur la carrière en senior parce que, en fait, justement, la période 19-21 ans est très, très importante. Et je pense que c'est là qu'on doit, en tout cas, avoir l'influence sur l'athlète, être capable
de presser sur les bons boutons pour qu'il y ait du succès ensuite chez les athlètes seniors. Ayla Del Ponte, elle n'a jamais participé à un championnat junior en individuel. Elle a fait des relais et elle a fini par être 5e aux Jeux Olympiques dans la discipline la plus compétitive de l'athlétisme. Seule athlète blanche de la finale des Jeux Olympiques de Tokyo. C'est parce que dans cette période de sa carrière, elle a fait les bonnes choses au bon moment, de la bonne manière. Voilà, je pense que l'âge est commencé très tôt, c'est pas une garantie, c'est parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans le comportement, dans le développement de l'athlète, tout autant que dans les qualités qu'il peut avoir, qui vont jouer un rôle sur la carrière future. Si tu pouvais inviter 3 athlètes à dîner des 100 dernières années, qui t'inviterait? Actuellement, sur la scène de l'athlétisme actuel, il y a des personnalités que j'aime bien. Karsten Warholm, bien sûr, Grant Holloway, qui est un athlète qui n'a pas la langue dans sa poche, mais qui est un athlète très respectueux. C'est des personnalités qui m'intéressent. Je pense que l'athlétisme, aujourd'hui, ça manque de personnalité, mais aussi qu'aujourd'hui, les fans, ils se font une mauvaise idée ou en tout cas par rapport à mes valeurs et à mon point de vue, de ce que ça doit être une personnalité dans l'athlétisme. Je pense qu'une personnalité dans l'athlétisme, ça n'a pas besoin d'être Fred Kerley ou Sha'Carri Richardson qui vont faire des déclarations dithyrambiques qui montrent de l'ultra confiance en eux sur la piste et sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on peut avoir des grandes personnalités en disant les bonnes choses au bon moment et surtout en ayant un comportement sur la piste, bien sûr, de performance, mais aussi de fair play, de respect des fans, des adversaires, etc. Et ça, c'est le genre d'athlète avec lequel j'aimerais échanger. Bien sûr, pendant des années, j'ai admiré Allyson Felix, qui est peut-être pas l'athlète qui a eu le plus haut niveau en individuel. Elle a gagné beaucoup de médailles, mais aussi beaucoup de médailles en relais. Par contre, en tant que personne, est-ce qu'elle a fait évoluer aussi la cause dans l'athlétisme? C'est définitivement, je pense, une personne très intéressante et on en a aussi aujourd'hui. J'ai la chance de les côtoyer dans les différents meetings et championnats. C'est des athlètes avec lesquels j'aime avoir des discussions. J'ai eu la chance de connaître Anna Hall aussi ces dernières semaines, qui est pas du tout l'athlète universitaire typique qu'on peut s'imaginer. Elle adore son sport, elle adore la compétition. Et, voilà, c'était très intéressant d'échanger avec elle et d'apprendre à la connaître ces dernières semaines. Donc voilà, ce genre d'athlète. Ok. Il y a une question que je pose à tout le monde. Ce que j'aime dans l'athlète, c'est son côté universel. C'est pour ça que ça s'appelle Athlète Mondial, le podcast. C'est ce que je préfère. Qu'est-ce que toi, tu préfères dans l'athlète? Ce que j'aime dans l'athlétisme par rapport à notamment les sports collectifs, c'est que on est dépendant de sa performance. Ça veut dire que on peut pas tricher. Si on n'a pas la bonne récupération, si on n'a pas les bons entraînements, ben ça va se répercuter sur sa performance. Il y aura personne qui va pouvoir être là pour compenser un jour sans. Ça, c'est ce que j'aime dans l'athlète. Après, je pense que ce que je constate de plus en plus, c'est que on a de la peine à se professionnaliser. Moi, je vois combien ces athlètes s'entraînent, combien ils investissent dans l'athlétisme, les tout meilleurs mondiaux, et comment est-ce que notre système est organisé. Quand je vois voilà les compétitions dans lesquelles on va et que je compare ça à du football ou à d'autres sports, on est vraiment encore dans la préhistoire en termes de professionnalisation. J'aimerais bien que l'athlétisme, sport olympique numéro un, on soit pas toujours à dire oui, mais c'est les traditions, oui, c'est bien, les athlètes sont accessibles beaucoup plus que les stars du foot, etc. Mais je pense qu'ils méritent aussi, que ce soit quand on parle des prize money, que ce soit quand on parle, voilà, vous êtes en Diamond League, si vous n'êtes pas un médaillé olympique ou mondial, vous allez partager votre chambre avec un athlète que vous connaissez pas, qui a pas la même culture, pas le même rythme de vie, qui se couche peut-être à 3 heures du matin quand vous voulez vous coucher à 10 heures. Ça arriverait dans aucun sport professionnel. Et dans l'athlétisme, c'est des choses qui paraissent normales parce que là, on peut économiser un peu d'argent, et puis ici, et puis là. Ça, je pense que c'est encore un grand challenge. Si l'athlétisme veut se vendre mieux, si l'athlétisme veut être un produit avec des stars, il y a beaucoup de choses à changer de ce côté-là. Concrètement, tu penses à des choses en particulier? Je pense que ces dernières années, on a été focalisé sur les mauvaises choses. On a voulu changer des règles, des nombres d'essais, on a voulu supprimer des disciplines, etc. Et je pense qu'on se focalise trop sur avoir un spectacle compact, avec un certain suspense, etc. Et on se focalise pas assez sur la mise en scène, sur la starisation des tout meilleurs athlètes, justement, comme j'ai dit, d'avoir un sport qui est suffisamment professionnel, qu'on puisse vraiment avoir des stars de l'athlétisme, comme on a des stars du foot, des stars du basket, etc.
On doit travailler beaucoup plus sur ça et moins sur penser que parce qu'on fait un Final 3 avec un essai qui va être décisif, ça va révolutionner l'athlétisme. Parce que personne ne comprend rien. C'est contre la logique de la performance, etc. Et ça va vraiment dans la mauvaise direction. Faire une Diamond League quand on se rappelle de la Golden League, à un moment donné, il n'y avait que 4 meetings. D'abord, il y en avait 8, ensuite il y en avait 4. Maintenant, on en a 15. Là aussi, personne ne comprend rien. Personne comprend comment on se qualifie pour la finale, comment on gagne. On a inventé un ranking que personne comprend, qui est pas fair play, parce que quand on peut pas faire des Diamond League, on peut pas faire des points, donc on peut pas être bien dans le ranking. À mon avis, on veut être inventif et changer des choses, mais on se focalise sur les mauvaises choses. Moi, je préfère un bon meeting avec un très bon speaker, une bonne musique, un son et lumière qui met en valeur à un moment donné la perche, à un moment donné le triple, à un moment donné les courses, que vouloir changer des règles, voilà, ou essayer de classifier les athlètes comme au tennis, parce que le fan, il veut voir des duels, il veut voir les stars de l'athlétisme sur la piste, et je pense que c'est sur ça qu'on devrait se focaliser. Quand Usain Bolt a arrêté, certaines personnes se sont dit on a perdu la star, il va y avoir un grand vide. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plusieurs à se partager le rôle. Je ne sais pas comment tu vois les choses. Je pense qu'on a eu des années difficiles après Usain Bolt. Je pense qu'on l'a pas remplacé, mais je pense aussi qu'on ne sait pas mettre en valeur les quelques athlètes qui aujourd'hui sont capables de reprendre le flambeau. Je pense à Yulima Rojas, je pense à Tamberi, je pense à Grant Holloway, à Mondo Duplantis, des athlètes qui ont quand même du charisme, qui font des performances. Et là, à mon avis, on n'arrive pas, on ne sait pas assez les mettre en valeur dans les différents meetings, dans les championnats, les fédérations, etc. C'était presque plus facile quand il n'y en avait qu'un. Et maintenant qu'il n'y en a pas un qui est sur son niveau en termes de charisme, de personnalité, d'engouement, mais qu'il y en a plusieurs qui pourraient prendre un peu la succession, on a de la peine à bien les utiliser. Voilà, aussi, on se focalise sur des athlètes qui n'ont encore pas gagné grand-chose, qui une fois gagnent, une fois perdent, et on essaye d'en faire des stars, mais il n'y a pas de constance. C'est difficile de créer une histoire. Je pense que aussi, malheureusement, je regrette que Sydney McLaughlin, elle court pratiquement jamais parce que Femke, elle a gagné 15 Diamond League sur 400 mètres haies. Elle a jamais couru contre Sydney McLaughlin en Diamond League. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être interdit dans l'athlétisme parce que si on veut vendre notre produit, on doit pouvoir voir les meilleurs athlètes, on doit pouvoir les voir s'affronter en dehors des finales des Jeux Olympiques et des finales des Championnats du monde. Et à mon avis, on devrait mettre en place des contraintes qui font que les meilleurs athlètes sont sous contrat avec la Diamond League, que s'ils font pas tant de Diamond League, ils peuvent pas faire les championnats du monde ou les Jeux Olympiques, parce que tant qu'on fera pas ça, ça va être difficile d'être un sport qui peut se vendre. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un sujet que tu penses qu'on aurait dû aborder, qu'on n'a pas abordé? Non, je pense qu'on a discuté de beaucoup de choses. Non, je vois rien d'autre. Ok, merci pour ton temps. Avec plaisir. Merci Laurent d'avoir répondu à mes questions et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Dites-moi sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de ce nouveau format hors série et n'hésitez pas à me proposer des invités. Si vous aimez le podcast et si vous l'écoutez sur Apple Podcast, laissez 5 étoiles et un commentaire. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes. Vous contribuerez ainsi aux prochains épisodes. Merci et à la semaine prochaine.